Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qu'est la matière organique. Ça, c'est une expression que j'ai déjà utilisée dans mes vidéos et plus généralement, c'est une expression qui est de plus en plus utilisée par des jardiniers, par les agriculteurs, etc. Et en fait, on va voir que maîtriser un petit peu l'idée qui se cache derrière la matière organique, ça permet de s'orienter vers justement une agriculture qui s'inscrit dans le vivant. Et ça permet de s'orienter vers des façons de faire en agriculture au sens large, hein, c'est aussi dans votre jardin, si vous faites de la permaculture, etc., c'est pareil. En fait, vous voulez faire une agriculture qui ne détruit pas, vous voulez subvenir aux besoins des êtres humains, donc produire par exemple de l'alimentation, mais ça peut être aussi des fibres textiles, et pourquoi pas même de l'énergie, etc. On va le voir d'ailleurs, l'énergie est très intimement liée à la matière organique. Et donc, si on maîtrise un petit peu les cycles qui se cachent derrière tout ça, voilà, on peut orienter nos pratiques vers quelque chose de plus durable, de ce que bêtement on dirait plus écologique. Alors, concrètement, la matière organique, qu'est-ce que c'est? La matière organique, c'est la matière qui compose les êtres vivants. Alors, je vais prendre un exemple simple. Je regarde par ma fenêtre, je vois des arbres, c'est un être vivant, et l'intégralité de l'arbre est constituée en partie de matière organique. Au pied de l'arbre, là, je vois de l'herbe. L'herbe, c'est un être vivant. Là-dedans, il y a de la matière organique. Un petit peu plus loin, là-bas, je vois mes vaches. Mes vaches sont des êtres vivants. Ils sont constitués de matière organique. Si je regarde au pied de l'arbre, je vois des feuilles mortes. Je vois mon tas de bois pour me chauffer. Là, donc c'est du bois qui a été coupé, débité, mis en tas de bois. Donc ça, c'est de la matière qui est morte, mais vous comprenez bien que si c'est mort, c'est que ça a été vivant. Donc, ça appartient quand même au domaine du vivant. Et là, par exemple, je vois mes vaches qui sont en train de bouser dans la pâture. La bouse, c'est constitué de matière organique parce que ça a été fabriqué par le vivant. En fait, en gros, la bouse, c'était quoi avant d'être une bouse? Eh bien, c'était de l'herbe. Et par l'action d'un être vivant, ma vache, eh bien, il y a une recombinaison de la matière en bouse. Mais cette matière s'appelle toujours de la matière organique. Donc ça, c'est la définition que vous aviez à peu près tous en tête. Hein, c'est que la matière organique, c'est la matière qui caractérise le monde vivant. Et du coup, nous, on va faire une distinction. S'il y a le monde vivant, il y a aussi un monde qu'on va qualifier d'inerte. Et dans le monde inerte, par exemple, si je regarde par ma fenêtre, je vois un bâtiment en pierre avec une toiture en ardoise, etc. Ça, c'est inerte. Et donc, on va écrire ici, par exemple, la pierre. Donc, c'est au sens large, hein, la pierre, les cailloux, etc., le sable, vous avez compris. Qu'est-ce que je vois, par exemple? Je vois une chaîne en fer. Eh bien, par exemple, le fer, c'est pas vivant. Donc, le fer, il va là. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut toucher. Hein. Mais il y a aussi, si je regarde par la fenêtre, en fait, il y a l'atmosphère. Par exemple, dans l'atmosphère, on sait qu'il y a de l'oxygène. Ça, c'est dans le monde inerte. Dans l'atmosphère, il y a aussi, par exemple, et en majorité, il y a 78% d'azote. Donc, on va parler ici d'azote. Et ça, c'est quelque chose qu'on verra dans d'autres vidéos, parce que au jardin et en agriculture, c'est très important. Donc, sachez quand même une chose, c'est que chez les scientifiques, la lettre qui désigne l'azote, c'est le N. Hein, c'est de l'anglais, c'est nitrogen. Donc ça, il faut l'accepter. Hein, ce n'est pas un A, c'est un N, c'est comme ça. C'est une convention et on s'y tient. Et dans l'atmosphère, il y a un truc que vous connaissez tous, parce qu'on vous bassine assez avec ça, il y a du CO2. Donc toujours, hein, tout ça, c'est quelque chose qui est inerte, hein, ce n'est pas vivant, ça n'appartient pas au domaine du vivant. Si je regarde par la fenêtre, toujours, je vois une flaque d'eau. Eh bien, l'eau, on le caractérise comme quelque chose d'inerte. Alors, par contre, dans la flaque d'eau, il peut y avoir des petites bactéries, des algues, il peut y avoir des matières organiques qui sont contenues dans l'eau, mais l'eau en soi, hein, l'eau, donc H2O, ça, c'est pas de la matière organique, ça appartient au monde de l'inerte. Alors, on retourne dans le monde du vivant, et là, on va regarder un être vivant. Donc,
ce sera un petit bonhomme pour la simple et bonne raison que je ne sais pas dessiner autre chose qu'un petit bonhomme. Donc un petit bonhomme, c'est un être vivant. Dans un être vivant, vous le savez, il y a une grosse part d'eau. Mais ça, ce n'est pas de la matière organique. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous disais que l'arbre était constitué en partie de matière organique, mais on ne peut pas dire que l'arbre, c'est de la matière organique. L'arbre, c'est un être vivant, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a notamment une part d'eau. Et si on reste sur l'arbre et mon tas de bois, quand je brûle une bûche de bois, qu'est-ce qu'il reste à la fin? Toujours, il reste des cendres. Et les cendres, en fait, sont la petite fraction minérale qui est comprise dans les êtres vivants. Donc dans un être vivant, il y a aussi des minéraux et on va mettre entre guillemets la cendre. Et en fait, ces cendres, ces minéraux, c'est dans le domaine de l'inerte. On va finir de décomposer mon petit bonhomme. Eh bien mon petit bonhomme, tout le reste, une fois qu'on a retiré l'eau et les minéraux, eh bien il reste ce qu'on appelle la matière organique. Donc souvenez-vous qu'on utilise souvent MO pour désigner la matière organique. Si vous tombez sur des articles, etc., qui parlent de matière organique, ce sera résumé par MO. Donc là, déjà, vous voyez que c'est un petit peu plus compliqué parce que certains s'étaient dit simplement que, ben voilà, un arbre, c'est de la matière organique. Eh bien non, un arbre, c'est constitué de, en gros, ces trois trucs-là. Et tout le monde vivant est constitué de ces trois trucs-là. Et cette matière organique, en fait, on peut encore la subdiviser, vous allez voir, vous connaissez les mots qui suivent. Je précise juste une chose, j'ai oublié de le faire en début de vidéo. La matière organique, c'est un petit peu plus que ce que moi je vais écrire là, mais globalement, voilà, tout ce que je dis est vrai, c'est juste que je mets de côté des choses parce que sinon, justement, ça nous emmènerait sur des mots qu'il faudrait expliquer et qui n'ont pas forcément d'intérêt pour la suite de l'exposé, etc. Je le précise parce qu'on est sur YouTube et on est jugé par tout un tas de personnes derrière leurs écrans. C'est simplifié, il y a des choses qui sont oubliées, mais ce sont des oublis volontaires, etc. parce qu'on n'en a pas forcément besoin pour comprendre le résultat, ce vers quoi je veux aller. Donc, pour nous, la matière organique, et encore une fois, c'est vrai, c'est juste que c'est un peu simplifié, ça va être des glucides, ça vous connaissez. Donc là, on rentre dans le domaine de la nutrition. Des lipides. Donc je rappelle, les glucides, pour ceux qui ne connaissent pas éventuellement, ce sont les sucres dans la nutrition. Les lipides, ça va être plutôt associé aux graisses. Et on a un troisième élément qui sont normalement les protides, mais nous, on va utiliser un mot encore qu'on connaît tous, qui est simple, les protéines. Là, vous avez quand même une définition un petit peu plus intéressante de ce qu'est la matière organique. Dire que c'est la matière qui constitue les êtres vivants, ouais, bon, d'accord. Mais si on commence à dire que ce sont ces trois choses-là, c'est déjà plus intéressant parce que, voilà, encore une fois, ce sont des mots que vous maîtrisez. Alors maintenant, on va aller au cœur de la matière. On va faire un zoom. On prend un microscope et on va aller regarder dans ces trucs-là, à quoi ça ressemble. Et on va aller voir au niveau moléculaire et au niveau des atomes. Ce sont des mots que vous avez entendus. Vous ne les maîtrisez peut-être pas, vous inquiétez pas, ce n'est pas très compliqué. Alors, les atomes, qu'est-ce que c'est les atomes? Ce sont les éléments de base de notre univers. Tous les atomes connus par l'homme sont aujourd'hui répertoriés dans ce qu'on appelle le tableau de Mendeleïev. Donc, on retrouve par exemple le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le fer, etc. Voilà, ce sont les éléments de base. Et ces éléments de base, ces atomes, peuvent s'assembler pour former ce qu'on appelle des molécules. Et en fait, ce sont justement ces interactions entre les atomes, ce sont ces molécules, ces assemblages d'atomes qui font qu'avec finalement peu d'éléments, si vous regardez le tableau de Mendeleïev, il y a assez peu d'éléments par rapport en tout cas à la complexité de notre univers. Dites-vous bien que dans les étoiles, il y a des atomes qui sont aussi dans moi. Donc c'est assez fantastique, moi je trouve ça assez fantastique. Et en fait, c'est juste une question de combinaison qui fait que, on peut fabriquer du bois, on peut fabriquer ce truc-là, on peut fabriquer de la peau, on peut fabriquer du coton, etc. C'est une question d'assemblage d'atomes en molécules différentes qui constituent
la matière, mais pas que la matière, aussi les gaz, les liquides, etc., tout notre univers. Alors là, on prend un petit exemple, CO2, ça c'est une molécule, c'est un assemblage d'atomes, c'est deux atomes d'oxygène, c'est pour ça qu'on met un petit 2, mais bon, ça, à notre niveau, on s'en fout. Mais en gros, voilà, ce sont deux atomes d'oxygène qui sont attachés à un atome de carbone. Ça forme la molécule et ça fabrique le CO2. Et donc ça, ce sont des molécules qui sont, on va dire, assez simples. Alors ça, par exemple, ce sont deux atomes d'oxygène qui sont attachés ensemble. C'est une molécule très simple. Ça, bon, ça reste très simple, etc. Voilà, il y a des composés finalement assez simples. Et ces composés assez simples, on les retrouvera dans le domaine de l'inerte. Et dans le domaine du vivant, il y a ce qu'on appelle des molécules organiques. Ce qui fait la particularité de ces molécules, c'est qu'elles sont composées d'un squelette d'atomes de carbone. Ça, c'est un terme scientifique, on utilise le terme de squelette, et en fait, on appelle ça des chaînes carbonées. Donc, une molécule dans le monde vivant, pour simplifier, ça ressemble un petit peu à ça, c'est-à-dire que c'est un atome de carbone attaché à un autre atome de carbone, attaché à un autre atome de carbone, voilà, vous avez compris. Et là-dessus viennent se fixer des atomes comme l'oxygène, comme l'hydrogène, comme l'azote. Il y en a d'autres, mais ce sont, on va dire, les plus importants et ce sont ceux qui vont nous intéresser, nous, en tant que jardiniers, agriculteurs, etc. Donc, ce sont des molécules qui sont un petit peu plus complexes, qui ont ce qu'on appelle donc ce squelette carboné et qui peuvent prendre des formes différentes, des longueurs différentes. En fait, les possibilités ici sont infinies. C'est un grand champ d'études, en fait. Les molécules organiques, c'est un champ d'études quasiment infini puisque on peut même aujourd'hui, l'être humain peut fabriquer des molécules organiques de manière infinie, quoi. Et là, vous comprenez pourquoi souvent, quand on parle de matière organique, on parle de matière carbonée. Toujours cette notion de carbone dans le jardin. On entend des personnes comme moi qui disent je veux mettre du carbone dans mon sol, etc., etc. En fait, matière organique est synonyme de carbone parce qu'on le voit, c'est vraiment le squelette de la matière. Mais attention quand même, matière organique n'est pas égale à du carbone. Il y en a une très grande proportion, c'est l'élément majoritaire, c'est l'atome majoritaire dans la matière organique. Mais on le voit, il y a d'autres atomes. Alors je reviens un petit peu sur l'histoire des minéraux. Pareil, en alimentation, les minéraux, par exemple, ça va être les oligo-éléments. Vous avez tous entendu parler de ça. Alors ce n'est pas que ça, mais encore une fois, on va simplifier. Et ces oligo-éléments, en fait, on les retrouve dans ce fameux tableau de Mendeleïev. Ce sont les éléments de base. Ça va être par exemple du cuivre, donc Cu. Dans le corps, on a énormément de choses. Par exemple, le cuivre, il y a des gens qui pensaient peut-être que c'était toxique pour l'organisme. C'est toujours une question de dose. Par exemple, dans certaines régions de la Bretagne, les sols sont carencés en cuivre. Donc, les fourrages sont carencés en cuivre, donc les vaches sont carencées en cuivre. Et on peut le visualiser, elles ont un pelage qui a une certaine couleur, et puis après on peut avoir des problèmes de santé sur les vaches. Donc on vient complémenter les animaux en oligo-éléments. Et tous ces oligo-éléments, il faut savoir qu'ils peuvent venir donc s'insérer dans la matière organique, et ils sont tenus par la matière organique. Voilà, donc gardez ça en tête, on en aura besoin tout à l'heure. On revient à notre matière organique, et ce qu'on peut voir, c'est que des éléments de base, donc des atomes comme le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, peuvent se trouver dans le monde vivant, mais on les aperçoit aussi dans le monde inerte. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces éléments, ils peuvent migrer entre le monde vivant et le monde inerte. Et ces migrations entre le monde vivant et le monde inerte, vous les connaissez. Par exemple, si vous brûlez une bûche de bois, vous savez que vous fabriquez du CO2 et de la vapeur d'eau. Ça, ce sont les produits de la combustion. La combustion, en termes scientifiques, ça s'appelle une oxydation. Alors, on va regarder ce que ça donne. Ça va être un petit peu l'équation de la combustion simplifiée. Donc, le résultat, c'était du CO2 et de l'eau.
Et ce qui se passe au moment de la combustion, je vous l'ai dit, c'est une oxydation, donc ça fait intervenir l'oxygène de l'air. C'est pourquoi, lorsqu'on allume une cuisinière, on ouvre les tirages. Pour raviver un feu, on essaye de souffler un maximum d'air pour apporter un maximum d'oxygène à la réaction. Et en gros, ici, ce qu'on brûle, c'est de la matière organique. Ce sont ces molécules-là qu'on vient brûler. C'est-à-dire qu'on retrouve, vous voyez, dans le produit ici, on a de l'hydrogène, on a du carbone, et sur ces chaînes carbonées, on a bien de l'hydrogène, du carbone. Et ça, c'est une particularité de la matière organique, c'est qu'elle brûle. Hein, donc, vous l'avez vu, hein, c'est un processus d'oxydation, mais nous, on va simplifier ça par le fait que la matière organique, elle brûle. Un tas de feuilles mortes, je peux le brûler, du bois, je peux le brûler, et même de l'herbe, je peux la brûler. Alors bien sûr, si elle est fraîche, elle est très riche en eau, donc on a du mal à faire brûler de la matière fraîche, pleine d'eau, mais une fois qu'elle a séché, cette herbe, elle prend feu. Et encore une fois, ce qui prend feu, hein, donc ce n'était pas l'eau, puisque l'eau, on l'a éliminée, c'est bien la matière organique, puisque ce qu'il reste à la fin de la combustion, ce sont les minéraux. Donc la caractéristique de la matière organique, c'est qu'elle brûle. C'est ça qui brûle en fait quand vous brûlez du bois, c'est la matière organique. Donc là, vous voyez qu'il y a une relation entre la matière organique et l'énergie. Alors, on en revient à notre petite équation là. Donc ça, en fait, c'est également ce qui se passe dans les êtres vivants. Moi, là, lorsque je respire, je prends du dioxygène et dans mon organisme, la matière organique, notamment des sucres, hein, par exemple le glucose, là, dans les cellules de mes muscles, je suis en train d'oxyder les sucres que j'ai mangés hier, par exemple. Et lorsque j'expire, je recrache du CO2 et de la vapeur d'eau. En fait, la respiration, qui est une oxydation en termes scientifiques, c'est une combustion. Et de la même manière qu'avec la cuisinière à bois, en fait, cette réaction, ça dégage de l'énergie. Hein, et c'est cette énergie, en fait, qui me chauffe, qui me permet d'être animé, etc. Cette réaction, là, d'oxydation, libère toujours de l'énergie. Et c'est pourquoi on dit que les êtres vivants qui mangent de la matière organique sont des convertisseurs d'énergie, puisque on convertit l'énergie contenue dans la matière organique en chaleur, en mouvement, etc. En énergie mécanique. Hein, si je lance une pierre contre le mur, c'est de l'énergie mécanique, mais à la base, cette énergie, elle était contenue dans la matière organique. Donc là, vous venez d'assister avec le phénomène d'oxydation, de combustion ou de respiration, je rappelle, c'est la même chose. Vous venez d'assister à la mort de la matière organique. Vous l'avez compris, ces molécules avec ces chaînes carbonées, au moment de cette réaction, elles sont détruites, puisque tout à l'heure on a vu que le carbone, là, c'était le squelette des molécules, et on a été complètement arraché là, du carbone dans le squelette, donc les molécules, elles sont détruites. Une petite précision, lorsqu'un être vivant respire, il ne consomme pas, il ne détruit pas toute la matière organique qu'il a ingurgitée. Moi, ma matière organique, je la tire de mon alimentation, mais comme tout le monde, je vais aller à un moment donné aux toilettes et je vais relâcher de la matière organique, d'accord? C'est juste une portion de matière organique qui a été détruite. Et par exemple, si vous avez des toilettes sèches, la matière organique que vous avez excrétée, vous la mettez à composter et dans votre tas de compost, il y a ce qu'on appelle les décomposeurs. Donc ce sont encore une fois des êtres vivants qui vont manger la matière organique que vous leur donnez à manger, quoi, et qui vont encore eux-mêmes respirer. Et en fait, vous comprenez, dans cette histoire de chaîne alimentaire, là, de la décomposition, à chaque fois, il y a un organisme toujours un peu plus petit que l'autre qui va manger les crottes de l'autre, hein, en quelque sorte. Ils vont manger les crottes de l'animal un peu plus gros qu'eux. Et à chaque fois, ils vont respirer.
et à chaque fois, il y a une petite perte. Voilà. Et la matière organique, elle est graduellement détruite jusque, en gros, la bactérie, en gros, qui va terminer le travail. Et après la bactérie, en gros, il ne reste plus vraiment de matière organique, à part la bactérie elle-même. Hein, le cadavre de la bactérie lui-même servira de matière organique peut-être à une autre bactérie. Ayez en tête cette histoire que la décomposition, c'est à chaque fois un être vivant qui vient manger soit les crottes, soit le cadavre de l'autre, et qui à chaque fois respire, et à chaque fois, la matière organique, elle disparaît. Et d'ailleurs, rapidement, on peut vérifier hein, que je ne raconte pas n'importe quoi. Lorsque vous faites des couches chaudes, hein, on en parle beaucoup là, sur YouTube, faire des couches chaudes pour chauffer ses semis là, au printemps. Donc on mélange des excréments de chevaux avec de la paille, donc de la matière organique. Et si votre couche chaude, justement, elle chauffe, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a des bactéries qui sont en train de manger la matière organique, et pour ça, elles sont en train de respirer. Et on l'a vu tout à l'heure, au moment de la respiration, il y a une production d'énergie, et notamment de chaleur, et les bactéries, voilà, quand elles décomposent la matière organique, eh bien, elles font chauffer la couche chaude. Hein, voilà, vous voyez, on peut expliquer plein de trucs, hein. Ce n'est pas de la magie, la couche chaude, c'est simplement la respiration des bactéries qui sont en train de dégrader la matière organique. Alors maintenant, on va voir comment la matière organique se crée, puisque on comprend bien que si à chaque fois qu'un être vivant mange un autre, ou mange les crottes de l'autre, ou mange le cadavre de l'autre, il y a destruction de la matière organique, ça voudrait dire qu'au bout d'un moment, on arrive au bout du stock de matière organique. Eh bien, la matière organique, ça fonctionne en cycle, et la matière organique, elle est créée. Elle est créée par, dans notre petit écosystème de jardinier, les plantes. Il y a d'autres êtres vivants sur Terre qui peuvent le faire, mais nous, encore une fois, on s'intéresse à notre écosystème. Donc, ce sont les plantes, et les plantes, elles peuvent fabriquer de la matière organique grâce à la photosynthèse. Et la photosynthèse, ça c'est le petit miracle des plantes, c'est qu'elles vont aller rechercher le CO2 de l'air, le même que j'ai expiré et le même que tous les êtres vivants ont expiré. Elle va y associer de l'eau, ça tombe bien, j'en ai recraché. Donc, clin d'œil, c'est pourquoi au jardin, il faut arroser les plantes, parce que cette eau-là, elle vient des racines. Hein. Elle ne la prend pas dans l'air, la plante, elle la prend par ses racines. Donc bien sûr, il y a les techniques de paillage, etc. etc. Ce que je veux dire, c'est qu'une plante, si on veut qu'elle produise, qu'elle fasse de la photosynthèse, il ne faut pas qu'elle manque d'eau. Et, élément important, dommage, j'ai un tableau trop petit, le soleil. Ça, c'est l'équation simplifiée de la photosynthèse chez la plante, c'est-à-dire qu'elle prend du CO2 dans l'air, de l'eau dans le sol, du soleil, et la plante, grâce à la photosynthèse, elle fabrique des sucres. Ici, elle fabrique des glucides et notamment du glucose. Le même glucose que je brûle dans mes cellules. Mais nous, on va écrire que la plante, elle fabrique globalement de la matière organique. Parce que là, c'est un petit peu compliqué, mais en gros, le monde vivant, hein, la plante, les animaux, etc., ont la capacité de fabriquer ces deux trucs-là à partir de ce truc-là. On simplifie, mais on peut prendre un exemple. Quand vous faites du gavage de canard, donc là, si vous êtes vegan, bouchez-vous les oreilles, vous faites manger, vous gavez le canard avec du maïs, par exemple. Hein, il y a des régions où traditionnellement on faisait ça. Ce maïs, on est plutôt dans l'ordre du glucide. Hein. Le maïs, ce n'est pas forcément riche en lipides. On gave le canard et pourtant le canard, il devient gras. Eh bien, par exemple, les êtres vivants comme les canards et comme même vous-même, lorsqu'on les gave de glucides, eh bien, ils peuvent fabriquer des lipides, notamment au niveau de leur foie. Alors, juste une petite précision, les plantes, elles font de la photosynthèse, mais elles le font dans certaines cellules de leurs feuilles. Le reste de la plante, ça marche comme vous. La plante, elle fait aussi un petit peu de ça. Il faut juste comprendre que la plante, ce qui est incroyable, c'est qu'elle prend l'énergie, toujours cette notion d'énergie, dans le soleil et qu'elle la met dans la matière organique. Mais la plante, elle va manger un petit peu de ces sucres qu'elle fabrique elle-même pour se fabriquer.
Et les cellules qui se fabriquent dans la plante, par contre, elles fonctionnent exactement comme mes cellules à moi. Hein, souvent, on pense que toute la plante fait de la photosynthèse, mais si je regarde par exemple le chêne en face de moi, là-bas, son tronc qui n'est pas vert du tout, il va avoir du mal à faire de la photosynthèse. Le tronc de l'arbre, lui, par exemple, il est constitué de cellules qui fonctionnent comme ça. Donc les plantes aussi détruisent un petit peu de matière organique quand elles vivent, quoi. Elles respirent. Ça, c'est aussi un petit piège souvent dans lequel on tombe. Et maintenant, on revient un petit peu à cette notion ici de minéraux. Les minéraux, on l'a vu, sont inclus dans les êtres vivants. Et les minéraux, ils sont bloqués dans la matière organique, puisqu'on peut assécher un être vivant, mais pour récupérer les minéraux, on l'a vu, il va falloir détruire la matière organique. Et c'est à ce moment-là qu'on libère les minéraux, donc sous forme de cendres, par exemple, dans la cuisinière. Et on a vu qu'une combustion, c'était la même chose qu'une respiration, qu'une oxydation, que tout ça, c'est pareil. Et il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, quand on détruit la matière organique, que ce soit dans la cuisinière à bois ou en moi-même, à chaque fois qu'on détruit de la matière organique, on libère des minéraux. Et c'est pourquoi moi, par exemple, j'excrète des minéraux. Par exemple, dans mon urine, il y a des sels minéraux qui sont venus dans mon alimentation coincés dans la structure de la matière organique. Moi, eh bien, mon organisme a décomposé ces chaînes carbonées, etc. Et à ce moment-là, il y a eu libération de minéraux voilà, je peux aller faire pipi dans l'herbe. Et à ce moment-là, je remets les minéraux dans le monde inerte, au sol, et les plantes vont pouvoir s'en nourrir. Ça permet d'introduire un petit peu un concept là, qui s'appelle la minéralisation. La minéralisation, c'est le retour des éléments minéraux qui étaient coincés dans le monde vivant vers le monde inerte. La destruction de la matière organique aboutit à la libération des éléments vers le monde inerte et ils sont à nouveau disponibles dans le monde inerte pour notamment, on le verra, les plantes. Bon, et bien maintenant vous savez quand même assez précisément ce qu'est la matière organique. Vous avez vu, on a été quand même assez loin, on a été jusqu'au niveau de la molécule, mais voilà, en gardant des mots simples, je pense que tout le monde a compris. Et retenez toujours cette histoire que la matière organique, c'est le vivant, c'est notamment associé au carbone, c'est très riche en carbone, c'est également de l'énergie. Et cette matière organique, elle fonctionne selon un cycle. Donc la photosynthèse, notamment par les plantes, qui fabriquent la matière organique, qui sont génératrices de vivants. Les plantes sont génératrices de vivants, c'est la base de la chaîne alimentaire en fait. Et les êtres vivants qui, eux, simplement en vivant, en respirant, passent leur temps à détruire la matière organique. Et dans une future vidéo, on verra justement que même le jardinier, en fait, va s'insérer dans cette équation du vivant et qu'il va pouvoir décider de ce qu'il fait de cette matière organique. Est-ce qu'il va plutôt allonger le cycle de la matière organique avant sa destruction? Donc par exemple, on abordera le thème de l'humification, ce qui permet notamment au jardinier d'améliorer les qualités de son sol. Ou est-ce que le jardinier va préférer aller vers une minéralisation, c'est-à-dire une destruction de la matière organique pour libérer des minéraux et alimenter les plantes de son jardin? Voilà, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, c'est toujours une question de curseur, de juste équilibre, et on verra ça dans une future vidéo, et je vous dis à la prochaine.